paraître. Les conclusions de l'étude 3 générations d'Istilben viennent d'être publiées. Quel impact peut-on imaginer au plan judiciaire maintenant? Vont se poser les questions qui se posent à nous depuis des années avec nos adhérents et les victimes qui viennent nous voir. C'est-à-dire d'abord, c'est ce qui est ici notre philosophie, d'abord étudier un dossier. C'est-à-dire voir exactement ce que le dossier peut apporter à une assignation en responsabilité et au fait de démontrer qu'il y a bien un lien, une causalité entre une exposition au Distilben et la survenance d'une pathologie qui, en l'occurrence, là, est un cancer du sein. Nous sommes dans un cancer assez connu de la population et qui est un cancer qui peut survenir pour différentes causes. Donc on n'est pas dans le cas de la pathologie signature. Et quand on n'est pas dans le cas de la pathologie signature, on doit se préoccuper évidemment de rapporter la preuve de l'exposition. Avant d'aller demander une expertise à un magistrat, il faut avoir récolté dans son dossier assez de pièces pour convaincre le magistrat que l'expertise est justifiée. Dans le cas présent, on retrouve évidemment la nécessité de disposer de ce qu'on appelle les fameux documents sources, les prescriptions, les registres des pharmacies, le dossier médical de la maternité, le dossier médical éventuellement du gynécologue qui a suivi la maman, le dossier médical peut-être très tôt de la fille. On a, à mon sens, dans cette hypothèse-là, la nécessité d'avoir une attention extrêmement particulière sur récupérer ces documents et les avoir. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas en face d'une pathologie signature, il est certain que les laboratoires diront que ce cancer a une autre cause que l'exposition au Distilben. Alors si on ne parvient pas déjà à démontrer qu'il y a une présomption forte, qu'il y a des indices, comme on dit, graves et concordants, qui établissent cette exposition au Distilben, on aura des difficultés à faire le lien de causalité. Alors ensuite, évidemment, nous aurons à faire face à des répliques qu'on connaît, qu'on a connues dans d'autres champs comme l'amiante, où on viendra nous expliquer mordicus avec là encore des études scientifiques qui auront été triées sur le volet, que l'apparition de ce cancer du sein est justifiée par une autre cause. Donc on se battra avec les éléments du dossier, et là encore évidemment, si les éléments du dossier permettent de démontrer, 1, l'exposition, 2, des malformations, des choses comme ça exogènes, plus cette preuve scientifique, on aura alors un dossier, sur le plan objectif, assez solide pour convaincre un juge, déjà, de passer le stade et de décider d'une expertise. Voilà. Et du fait de l'adhésion du réseau d'Est France à la FNAT, je crois savoir qu'il y a aussi un certain nombre, d'ailleurs dans chaque département, je crois, des juristes qui peuvent faire une préanalyse peut-être des dossiers. Alors c'est ça, à la FNAT, il y a un réseau de juristes, la FNAT étant une association qui défend les victimes du travail et les personnes handicapées depuis 1920, et qui a donc en effet une expertise de l'analyse des dossiers pour aller au contentieux. Donc ce qui se passe, c'est que le juriste local de la FNAT, puisqu'il y a un groupement par département globalement, va faire une première analyse avec vous de votre dossier sur tous ces points-là. Et vous dire si effectivement il pense que le dossier peut être objectivement transmis à la fédération pour qu'on puisse intenter et commencer une procédure, ou en tout cas commencer le pré-travail qui va nous mener à la procédure. Donc effectivement, dans tous les groupements de la FNAT, il y a un juriste qui peut recevoir les victimes, commencer à réunir les documents, demander à la victime de produire d'autres documents pour avoir un dossier complet et pour pouvoir le transmettre à la fédération qui là saisira son avocat. C'est très clair. Sachant que à l'association Réseau d'Est, on a aussi pour habitude de rappeler quand même aux FIDES que s'engager dans une procédure, c'est coûteux en termes de temps, en termes d'énergie. Ça peut être coûteux aussi
au sens un peu psychologique, quoi. C'est pas rien non plus. Et puis qu'il est nécessaire, à partir du moment où on consulte un avocat, d'avoir une clarification, une bonne clarification de combien ça va coûter au plan financier, éventuellement peut-être même de consulter plusieurs avocats, enfin de s'engager et d'être vraiment en connaissance de cause de l'ampleur du travail en fait pour la victime, quoi. Alors vous avez tout à fait raison, je parlerai d'argent à la fin, mais vous avez tout à fait raison sur moi ce que je fais en général, c'est que je reçois effectivement les victimes, je passe un temps avec elles déjà pour les voir, pour les voir, pour les entendre, et puis donc on voit le dossier ensemble, on voit ce qu'il y a du dossier au jour où on se voit pour la première fois, on voit ce qu'il n'y a pas dans le dossier, et puis en général, je demande à la victime de prendre un temps, c'est-à-dire de prendre 10 ou 15 jours pour réfléchir entre cette première démarche d'aller voir, de pousser la porte d'un cabinet d'avocats pour faire une procédure, et je vous dis, je lui laisse 10-15 jours, des fois un peu plus. Des fois, j'y pense là à l'instant, il y avait une victime qui m'a contacté et qui se trouvait être enceinte. Donc je lui ai dit que pour l'instant, le sujet, c'était pas le sujet de la procédure, c'était le sujet de sa grossesse et qu'elle me rappellerait après. Donc il faut laisser un temps aux victimes, une fois qu'elles ont fait la première démarche d'aller voir un avocat, lequel a dû lui expliquer toutes les étapes, ce qu'était une procédure, ce qui manquait dans son dossier, le temps que ça mettra, les difficultés qu'on aura à affronter. Il faut laisser ça décanter, et ensuite, quand la personne revient et qu'elle est décidée, elle est effectivement dedans. Et elle est dedans parce qu'elle sait que ça va être son combat à elle aussi, avec son avocat. Et que ça ne va pas être un combat délégué à son avocat, une fois que les pièces seront communiquées. Donc effectivement, il faut expliquer aux victimes, et puis il faut essayer aussi, je crois que c'est notre boulot, même si ce n'est pas dans l'air du temps, de voir pourquoi les victimes veulent y aller. Bien sûr. Et de voir aussi, je crois que c'est pas dans l'air du temps, mais de voir si elles sont en capacité d'y aller et de tenir le chemin. Alors après, c'est une appréciation personnelle. Il y a 30 000 avocats en France, plus de 17 000 sur Paris, la région parisienne. C'est une appréciation personnelle, mais je pense qu'en tant que professionnel du droit, notre boulot, c'est de voir aussi si la victime en face veut y aller pour les bonnes raisons, si elle veut vraiment y aller, ou si elle veut y aller, par exemple, ça m'est arrivé plein de fois, si elle veut y aller, par exemple, pour sa maman, parce que ça arrive souvent, on a souvent des victimes qui veulent faire la procédure pour leur mère. Pour réparer leur mère. Pour réparer leur mère, en se disant qu'il y a effectivement un sujet de cet ordre-là, qu'elles ont une mission, et ça m'est arrivé une ou deux fois où la victime le disait. Elle disait, je ne suis pas là pour moi, je suis là pour... Ça peut être une raison, mais est-ce que c'est une bonne raison pour s'engager soi dans une procédure aussi longue? Voilà, c'est ce genre de boulot qu'on doit avoir. Alors ensuite, pour l'argent, c'est très simple. Il faut que ça soit très simple. Un avocat, vous discutez dès le premier rendez-vous, dessous avec lui, et vous vous mettez d'accord sur les sous. Une fois que vous vous êtes mis d'accord sur les sous, vous signez ce qu'on appelle une convention d'honoraires, lui et vous avez votre convention d'honoraires, et vous ne sortez pas de cette convention d'honoraires. Là encore, c'est pareil, on n'est pas des marchands de tapis, en tout cas moi c'est ma pratique. La convention d'honoraires, je la donne, et je demande encore aux personnes de voir ça en famille si c'est le cas, mais je leur laisse 10-15 jours pour se décider et pour me renvoyer la convention signée, ou éventuellement pour me dire, écoutez là ça va pas, moi je trouve que on pourrait modifier ce point ou tel autre point, et ensuite, une fois que ça s'est signé, tout le monde est tranquille là-dessus, et on peut commencer à travailler. Voilà comment on fait. C'est d'ailleurs la stricte application de nos règles déontologiques. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.